Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là et puis là je suis plutôt intervenante en qualité de première auditrice des sessions méditerranéennes maritimes qui a maintenant a changé de nom, mais en tout cas c'est un grand privilège et je me suis intéressée à ce sujet dès le mois de janvier de cette année. Lors de ma visite, c'était à Düsseldorf, c'est le grand salon du boat qui se passe donc tous les ans à Düsseldorf et là nous étions en pleine conférence session méditerranéenne de la FMES et donc j'ai rapporté à mes petits camarades le fait que ce secteur était en plein développement. Donc voilà, donc pour moi c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vais juste partager mon écran, je vais tenter en tout cas. Voilà, est-ce que vous voyez là? Et après, présentation. Voilà, donc je vais juste vous présenter un petit peu la Grande Plaisance, certainement de notre côté de la Méditerranée. Donc vous le savez certainement, moi je suis basée donc à Monaco, évidemment moi j'habite à Antibes et nous sommes tous dans ce qu'on appelle le triangle d'or du nautisme qui s'étend à peu près on va dire de Barcelone, qui comprend les îles Baléares jusqu'à la côte almafitaine si mes souvenirs sont bons, évidemment en incluant la Sardaigne et la Corse. Donc voilà. Et puis j'ai pensé que c'était peut-être utile de redéfinir ce qu'est un super yacht. Donc au niveau des définitions, les super yachts, c'est quand même assez clair. C'est en général admis que tout navire de 24 mètres ou plus, avec un équipage professionnel à l'année, est considéré comme un super yacht. Ensuite, ce qu'on appelle les méga yachts, parce que depuis quelques années, évidemment, on a vu des unités de plus en plus grandes. Là, la définition est un petit peu plus floue, mais on va dire à peu près au-delà de 80 mètres, on est vraiment dans les méga yachts. Et là, vous avez parfois des navires qui vont jusqu'à la taille des bateaux de croisière, hein, soyons clairs, ou des petits bateaux de croisière. Et puis, évidemment, la particularité, c'est que ces grands bateaux ont peu de personnes à bord. Alors, c'est un petit peu compliqué, ça réfère à des règles maritimes et notamment de définition entre la différence entre un yacht et un passenger ship, notamment. Et donc, la plupart du temps, quand les bateaux sont en charter, on parle d'un maximum de 12 personnes à bord. Et puis, évidemment, on est vraiment sur le secteur de luxe. Hein. On parle on parle du 1% de la planète des personnes les plus riches, mais en ce qui concerne les super yachts, on est vraiment sur les 0,1% de la planète. Et généralement, les bateaux qui sont construits, c'est soit du semi-mesure, soit carrément du sur-mesure. On a vu au niveau du milieu de gamme, surtout pendant la période Covid et surtout aux États-Unis, une augmentation des ventes, simplement parce que les personnes qui pouvaient se le permettre, elles voulaient prendre le large avec leur famille et être tranquilles pendant la période Covid. Donc tout ce secteur, le secteur le middle market, comme on va dire, comme on appelle ça communément, a vraiment pris son essor. Donc dans l'ensemble, même si c'est vrai que le coût de la loupe et le coût des critiques du monde extérieur sur le monde du nautisme est assez notoire, il y a quand même une augmentation des commandes. Les personnes, et ça je vais y revenir, mais les personnes qui possèdent un yacht, c'est vraiment un havre de paix pour eux et un moment privilégié qu'ils peuvent passer en famille. Donc voilà. Après, j'ai fait une toute petite recherche là au niveau de combien de super yachts sont actuellement à flot à travers le monde. On est à peu près sur un petit peu moins de 11 000 bateaux qui sont considérés donc des super yachts, donc encore une fois plus de 24 mètres et sur une moyenne de 36 mètres. Donc vous voyez, ça c'est vraiment dans le milieu de la plaisance de luxe, 36 mètres, c'est un petit bateau. C'est un petit bateau, donc c'est vraiment moyenne gamme. Donc voilà, je pensais que c'était important de le noter. Et puis, merci aux équipes de Thierry qui ont préparé cette diapositive avec les cartes, parce qu'effectivement, maintenant, nous sommes sur une période où les yachts d'une certaine taille, évidemment, ceux qui peuvent traverser l'Atlantique, sont partis vers les Caraïbes, donc vers des climats plus doux pour l'hiver, ou alors ils sont en carénage, en hivernage, ici en Méditerranée. Voilà. Donc ça c'était, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais je vais vite passer à la diapositive suivante. Donc le yacht, c'est quoi? Donc c'est une plateforme effectivement pour d'autres activités nautiques. On parle souvent de toys dans l'industrie, donc au niveau de jouets. Et là, en bas de l'écran, vous pouvez voir donc un submersible qui est à l'arrière
d'un véhicule. Et c'est véritablement ça qui a retenu mon attention en début d'année, donc à ce salon de Düsseldorf. Parce que pour moi, de réglementer et de contrôler un petit peu ce qui se passe en mer avec quelque chose qui est un petit peu comme la moitié de la taille d'une caravane, ça me paraît assez compliqué. Et donc c'est ça que je voulais faire remonter comme information, parce que comme l'a rappelé Thierry, et j'en ai encore fait les preuves la semaine dernière, j'étais à une autre conférence à Amsterdam cette fois-ci, qui s'appelle le METSTRA 2, donc ça c'est tout ce qui concerne les bateaux de plaisance, mais il y a une partie de la conférence qui s'appelle The Superior Forum, et là il y avait une conférence donc sur les submersibles privés, et quand je leur ai posé la question en disant, déjà en les félicitant, parce que c'est vrai qu'au niveau ingénierie c'est quand même des choses qui sont incroyables, je leur ai posé la question, est-ce que vous êtes en contact avec les états-majors différents, parce que ça serait bien que vous puissiez vous parler. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une scission entre le domaine public et le domaine privé. Et c'est vrai que, comme l'a rappelé Thierry, ils n'étaient pas trop ils étaient au courant de ce qu'il y avait à faire, mais ils n'avaient pas encore engagé les conversations, on va dire. Voilà, donc il y a énormément de choses. On peut trouver sur les yachts, on peut trouver d'autres bateaux, on peut trouver des voiliers. Il y avait un bateau dans le temps qui s'appelait le Grand Bleu, et on le voyait souvent, moi je le voyais souvent au sud de l'Angleterre, et à l'arrière de ce bateau, il y avait un autre voilier qui était à bord avec un tender, une autre annexe. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Il y a même carrément des yachts qui voyagent avec ce qu'on appelle un support vessel, donc un véhicule support, pour justement tous ces jouets et toutes les autres l'autre gamme de mobilité qu'on peut trouver, hélicoptères, submersibles, voiliers, ROV, etc. Je vais passer à l'autre. Donc voilà, donc cette diapositive, en fait, elle met bien en lumière le nombre d'entreprises qui a évolué. Je vous avoue que moi, je connaissais Triton, U-Boat Works et Naval Sub. Les autres sont nouveaux pour moi. Donc c'est vraiment, et pourtant, je fais une veille technologique de mon côté. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va très vite. Et il y a énormément de compagnies, d'entreprises qui se mettent sur le créneau. Voilà, donc moi j'étais en contact avec la fabrique, donc U-Boat Works, donc aux Pays-Bas. Il y a certains modèles qui sont encore donc à l'étude, mais ils ont bien l'intention de les construire. Alors, on en revient vraiment à l'idée principale. Donc, pourquoi est-ce que les armateurs de super-yachts sont intéressés par les submersibles? On a tous été enfants, si on a été attiré par la mer, on a tous lu 20 milieux sous les mers, c'est pareil, hein, c'est exactement ça. Ce sont des personnes ou une population qui a très peu de temps pour passer avec leur famille. Et en fait, c'est vraiment ce tourisme d'aventure qui les attire. La quête de l'expérience unique en famille. Mais ce qui est nouveau, peut-être, c'est vraiment ce que moi j'appelle donc le tourisme scientifique. Et il y a deux aspects à ce tourisme scientifique. Il y a le tourisme scientifique avec eux à bord, donc véritablement certains sont des médecins, nous on a des armateurs ici au Yacht Club qui sont assez fortunés et qui sont médecins de formation ou qui sont scientifiques de formation, donc pour eux ça les intéresse d'aller voir ce qui se passe au fond. Il y en a qui sont archéologues, etc., professionnels, donc pour eux aussi, cet intérêt-là. Et il y a l'autre aspect qui est que eux, de manière philanthropique, achètent des sous-marins pour des scientifiques. Donc ça, c'est un autre aspect. Mais dans son ensemble, c'est vraiment une quête de l'expérience qui est tout à fait unique. Parce que ces gens-là, effectivement, ils sont peut-être pas comme nous parce qu'ils ont énormément d'argent, mais ils ne sont pas plus riches que nous en temps. C'est qu'on a tous un temps limité. Et eux, c'est pareil. Et ils veulent vraiment maximiser cette expérience au niveau temps avec leur famille, avec une aventure unique. Au niveau je vais peut-être parler des géographies, je n'ai pas parlé vraiment de ça. Évidemment, les Caraïbes, parce que les entreprises telles que U-Boat Works donc, font les formations, etc., dans les Caraïbes, à Curaçao notamment. Mais au niveau des endroits que les armateurs visitent, on parle des pôles, surtout du côté du pôle Nord, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a des passages qui sont peut-être plus accessibles. Donc on voit beaucoup d'armateurs qui font ce genre d'expédition. Et puis évidemment les mers chaudes.
Au niveau de la Méditerranée, peut-être que Thierry a plus de retours là-dessus que moi. J'ai des petits retours de Malte, étant une destination pour les submersibles, pour les armateurs, mais j'ai pas vraiment entendu parler en mer Adriatique, par exemple. J'ai pas vraiment eu de retour. Je sais qu'au large de la Corse, ils en font aussi, mais j'ai pas eu de retour autre que ça. Et sinon, la dernière diapositive, donc évidemment, ce que je vous disais, c'est une gamme qui se diversifie. Excusez-moi, c'est l'avant-dernière. Une gamme qui se diversifie. Alors, il y a des choses, comme je vous disais, sont toujours sur le papier, mais U-Boat Works, ce que vous voyez, le Nautilus avec 120 passagers, peut-être que ça verra le jour, peut-être que ça ne verra pas le jour, mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté. Hein, donc voilà. Et là, véritablement, donc ça, c'est vraiment le nerf du sujet, c'est cette fameuse certification. La semaine dernière, donc à Amsterdam, j'ai eu l'occasion donc de parler avec les conférenciers qui étaient donc des représentants de fournisseurs. Il y avait un fournisseur américain, un fournisseur néerlandais, je crois. Et il me disait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 166 submersibles privés, donc c'est pas énorme, hein, c'est vrai, mais 166 submersibles privés dans le monde, dont une centaine de certifications qui a été délivrée donc, par les sociétés de classe et notamment par DNV. Véritablement, c'est eux qui prennent le leadership là-dessus. Au niveau du pilotage, comme Thierry l'a dit, il y a une absence de formation standardisée. Pour le moment, les certifications sont donc délivrées par les constructeurs eux-mêmes. Ils le font, d'après ce que j'ai compris, hein, d'après ce qu'ils ont exposé, de manière très sérieuse. Il y a un audit, c'est pas un one-shot certificat où la personne elle est lancée et puis après on la revoit plus. D'après ce que j'ai compris, un audit tous les 18 mois, etc. Donc ils essayent de s'organiser, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore cette standardisation. Et puis au niveau des secours, alors là c'est eux qui organisent tout. Ils ont parfois 2 protocoles en cas de pépin, mais c'est tout. Ils n'ont pas de relation directe avec les autorités en cas de pépin. J'ai eu l'occasion également d'échanger avec un monsieur qui représentait les îles Caïmans, donc le CISR, donc le Cayman Islands Shipping Registry. Et c'est le seul pavillon qui, au jour d'aujourd'hui, pour les submersibles privés, a établi en plus une obligation donc ils ont un code, ce sont les seuls, et qui l'appliquent dans leurs eaux territoriales. Alors le problème avec ça, alors c'est bien, hein, c'est très louable et ce sont les premiers à le faire. Le problème, et ils l'ont mis en évidence, c'est qu'il y a quelques années, un submersible privé qui voulait plonger dans leurs eaux, le truc ne collait absolument pas avec leur code, le gars il a pris son truc et puis il est allé ailleurs. Donc il faut quelque chose de standardisé soit sur toute une côte, soit sur toute une région pour que ça ait un sens. Voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre. Et puis moi, je continue ma veille pour la FMES. Hein. L'année prochaine, je retourne au boat de Düsseldorf. Et voilà. Et voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Écoute, un très grand merci. Je propose d'applaudir Nathalie. Qui a fait une je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, alors j'ai posé, oui. Donc présentation très, très vivante, très dynamique. Voilà. Alors sur cette base-là, est-ce que dans la salle, il y a des questions? Vous n'avez pas tous les jours, effectivement, l'occasion de poser des questions au Yacht Club de Monaco, au travers de sa représentante. Oui, alors on va peut-être passer un micro, là, pour le coup, comme on est en visio. Et Nathalie, tu me dis si tu entends bien la question. Ok. C'est pour moi. Oui, Bernard Michaeli de la DGA. J'ai une question à vous poser. Tu entends? Oui. Un tout petit peu, mais c'est un petit peu plus fort, ça serait. D'accord, je tends l'oreille. Bon, je vais parler beaucoup plus fort, voilà. Alors même si j'ai un micro. Et donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait environ 166 submersibles privés. Et là, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il n'y en a qu'une centaine qui sont certifiés ou est-ce qu'il y en a une centaine qui sont certifiés DNV? Non, oui. Alors, tout d'abord, ces chiffres-là, moi, j'ai pas eu l'occasion de les vérifier. On me les a dit donc en cette conférence, effectivement, 166. Non, elles sont toutes certifiées, mais une centaine par DNV. Oui. C'est pour ça que je disais que DNV semble prendre le leadership là-dessus. Bien pris, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Monsieur Eustache. Monsieur Eustache de la société Applisub, directeur des opérations de salvage en moyenne et grande profondeur en Méditerranée.
Je vais apporter mon témoignage sur ce qui est en train d'être mis en place on parle des submersibles. Moi, je vais faire un parallèle sur les plongeurs tech aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'aspect civil, avec un recycleur, on peut faire une formation pour aller faire de la plongée tech jusqu'à 130 mètres de profondeur. À partir de ce moment-là, jusqu'à 50 mètres de profondeur, vous pouvez être secouru aujourd'hui par des moyens étatiques ou civils. Dès que vous passez cette barrière des 60 mètres, ça devient plutôt compliqué. Aujourd'hui, nous, on a une réflexion par le biais de ces submersibles, c'est pour ça que je parle aujourd'hui de l'approche que l'on a sur ces submersibles, de pouvoir déployer ces submersibles pour justement aller faire du rescue à ces plongeurs tech, parce qu'il faut savoir qu'un plongeur sur recycleur, moi j'ai quelqu'un dont j'ai fait la connaissance, et je vous invite à aller voir le film À bout de souffle sur Netflix. C'est la personne qui est restée 45 minutes sans respirer au fond de l'eau. Les personnes sur recycleur peuvent être inconscients au fond de la mer et respirer pendant encore 6 heures. Et si ces personnes, malheureusement, on ne va pas les secourir, il faut savoir qu'une compagnie d'assurance, quand quelqu'un disparaît, notamment en France, compagnie d'assurance, pour dédommager le reste de la famille ou libérer les gens qui restent à terre, ça prend en moyenne 7 ans. Vous imaginez bien qu'il faut aller récupérer ces gens-là, même si on n'arrive pas à les sauver. Et je fais un parallèle avec ça parce que ces moyens à venir, on va pouvoir développer des submersibles pour aller porter secours dans des grandes profondeurs à des plongeurs tech et donc aussi à des submersibles en difficulté. Donc c'est des choses ici je découvre, mais il y a vraiment un travail actuellement qui est réalisé et qui va dans ce sens. Donc les moyens de secours, de toute façon, vont suivre logiquement le développement de ces dispositifs-là. Et on s'y intéresse déjà et on est déjà en train de travailler là-dessus. Merci. Merci pour ce... Tu veux réagir, Nathalie, à ce témoignage ? Non, c'est très intéressant et comme disait monsieur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être appliquées. Après, ça c'est pas à moi de le dire, mais je vois effectivement il y a pas mal de parallèles entre des mondes qui semblent être séparés et qui ne le sont pas. Alors, on a une autre question. Vas-y. Bonjour. Petite question rapide. Dans une ancienne vie, j'ai travaillé dans un chantier naval de grande plaisance sur la façade toulonnaise pour avoir participé à plusieurs Monaco Yacht Show. Est-ce que vous ne craignez pas, avec justement la prolifération des submersibles et des support boats, d'avoir une sorte de ubérisation de ce tourisme avec un support boat qui pourrait apporter avec ces submersibles son concours à plusieurs yachts qui sont dans les mêmes zones parce qu'elles sont toujours plus ou moins dans les mêmes zones. Et qui dit Uber dit finalement une déliquescence un petit peu de la formation et puis de la qualité des intervenants. Alors, je dirais absolument, c'est pourquoi cette conférence est tenue par la FMES, parce que c'est un sujet qui est très important. Et alors, moi, c'est mon petit rôle ici au Yacht Club, je pilote une initiative éco-responsable qui s'appelle le Sea Index. Bon, et l'année dernière, en faisant partie de la FMES et de ces conférences, en étant auditrice, j'ai énormément appris. Et justement, c'est de faire le lien, quand c'est possible, entre ce qui se passe dans le monde privé avec ce qui devrait se passer au niveau réglementaire et au niveau juste de discussion. Je pense que toute la richesse est là parce que justement on peut apporter notre toute petite pierre à l'édifice pour que les choses se passent bien. Donc c'est pour ça que ce genre de conférence, je trouve ça génial. Et il faut absolument que le dialogue se fasse en bon entente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas que ce soit la fête à neuneux, c'est clair. Alors après, peut-être que moi j'étais un petit peu surprise sur les chiffres de 166 parce que je pensais qu'ils en seraient déjà peut-être à 1000, on dirait. Mais je pense que ça va aller crescendo et ça va aller assez rapidement. Et vous avez raison, je crois que peut-être que vous pointez du doigt également, c'est la possibilité de charter. Parce que là, on a parlé de submersibles privés qui appartiennent peut-être à un armateur. Mais il est clair qu'il va y avoir un essor, à mon sens, d'entreprises qui vont acheter des submersibles privés et qui ensuite vont louer des places pour aller faire un petit tour dans l'eau, quoi. Donc voilà, je suis d'accord avec vous. Très bien. Bon, écoute, un très grand merci, Nathalie Kever. Je vous en prie. Je ne doutais pas que ta prestation serait de qualité, même au pied levé. Donc, c'est gentil. Voilà, on va passer à l'intervention suivante. Donc, colloque organisé par l'université, la FMES, dans le cadre des JNR, des Journées nationales des réservistes. Je vais proposer aux représentants du préfet maritime. Merci.